Je suis Hamidou Diko, je suis financier de formation. J'ai commencé ma carrière en 2016 dans le domaine du financement et de l'accompagnement des entreprises, donc domaine dans lequel j'évolue toujours. Je suis manager au sein d'une institution financière de premier plan au Mali ici depuis 8 ans. Je suis l'auteur de ce petit livre, Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir, qui est paru en 2021 et qui est toujours d'actualité. Comment obtenir un bon financement et quelles sont les mesures à suivre? Il faut être capable de gérer peu de moyens, le faire fructifier, tenir une comptabilité qui nous permet de savoir ce qu'on vend, quel est notre chiffre d'affaires et ce qu'on gagne derrière. Il faut aussi s'obliger à réinvestir une partie de son gain. C'est comme ça que vous arrivez à développer quelque chose vous-même. Vous mettez en place un système qui s'auto-entretient et finalement qui va même permettre de convaincre des institutions financières à vous soutenir pour développer l'activité. Bonjour Hamidou, Bonjour Aminata, comment vas-tu? je vais bien et toi-même? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Donc, je suis Hamidou Diko, je suis financier de formation. Je fais une formation en banque, finance, assurance, master 2 professionnel. J'ai commencé ma carrière en 2016 dans le domaine du financement et de l'accompagnement des entreprises, donc domaine dans lequel j'évolue toujours. Je suis manager au sein d'une institution financière de premier plan au Mali ici depuis 8 ans. Donc voilà, je suis consultant en finance et stratégie d'entreprise et je suis l'auteur de ce petit livre, Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir, qui est paru en 2021 et qui est toujours d'actualité. Merci Hamidou. Et si tu devais te présenter en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Alors, je dirais bien que je suis exigeant, mais flexible. Ça peut paraître contradictoire, mais pourtant c'est vrai. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je suis altruiste, c'est-à-dire que ce n'est pas mon seul développement qui compte pour moi, mais bien tout ce qui m'entoure. Donc, je préfère qu'on s'épanouisse ensemble plutôt que de penser seulement à mon seul épanouissement. Et je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Voilà. Vous êtes un expert en finance et vous analysez régulièrement les finances de beaucoup d'entreprises et de beaucoup d'entrepreneurs. Quelle est l'erreur que vous remarquez très souvent chez les entrepreneurs et qui vous fait douter d'eux? Alors, je dirais que c'est l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que il y a des documents et des informations que nous pouvons être amenés à demander en tant qu'institution financière, banque, microfinance et autres institutions financières. Et l'entreprise peut ne pas être capable de fournir ces documents et informations. Donc, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Donc, lorsqu'il y a cette situation-là, eh bien, c'est une erreur. Ça nous fait douter de la bonne foi parce que la transparence n'est pas là. Donc, cela se traduit par l'absence de mouvement aussi sur le compte à la banque. L'entreprise ne fait pas de mouvement sur son compte. La banque ne sait pas quelle est la dynamique de ses activités, quelle est la régularité de cette dynamique-là, etc. Cela peut se traduire aussi par l'absence de comptabilité au sein de l'entreprise, dont on ne sait pas exactement ce que l'entreprise vend, combien elle gagne. Il n'y a pas d'état financier. Cela peut se traduire également par l'absence de contrats formels, de contrats commerciaux entre l'entreprise et ses clients, entre l'entreprise et ses fournisseurs. Donc voilà, mais de façon résumée, c'est vraiment l'asymétrie d'information. D'accord. Et aujourd'hui, je pense qu'on remarque beaucoup que ce n'est pas le manque d'argent qui tue les projets, mais plutôt le manque de compréhension de l'argent. Ça peut paraître bizarre, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu. À votre avis, qu'est-ce qui explique cela? Alors oui, je suis d'accord avec vous parce que l'argent existe. Donc ce n'est pas le manque d'argent qui tue les entreprises. Mais effectivement, lorsqu'on ne sait pas comment mobiliser cet argent-là, cela constitue un frein pour la réussite du projet.
Donc, le fait de ne pas savoir comment accéder au financement, de ne pas bien comprendre les conditions d'accès au financement et de ne pas réunir ces conditions-là, c'est ça qui constitue beaucoup plus le problème que l'absence d'argent, parce que l'argent est là. Mais comment obtenir un bon financement et quelles sont les mesures à suivre pour aller dans ce sens-là? Alors, un bon financement, cela dépend de la clarté du besoin aussi, parce que c'est le besoin qui détermine en fait le financement. Comme on dit, c'est la demande qui crée l'offre. Mhm. Voilà, ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Donc, plus le besoin de l'entrepreneur est clair, plus il va vers le financement le mieux adapté à son besoin. Donc, l'astuce, c'est vraiment de travailler à clarifier son besoin de financement pour pouvoir s'adresser à l'offre de financement qu'il faut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des projets qui te semblaient très ambitieux, mais qui, dès le départ, sont voués à l'échec? Oui. Là, comme ça, je pense par exemple à quelqu'un que j'ai connu qui portait un projet dans le domaine de la transformation du lait frais en lait en poudre. Donc, vous savez qu'il n'y a pas d'unité ici au Mali pour le moment qui transforme le lait frais en lait en poudre. Pourtant, le lait en poudre est très consommé, mais tout est importé. Donc, la personne portait un projet comme cela. C'est un projet très ambitieux et qui a vraiment du sens parce que, il vise à autonomiser un peu le pays, à répondre à un besoin indispensable des consommateurs et avec un produit local. Bon, malheureusement, ce projet, je dirais, était voué à l'échec dès le départ parce que les conditions pour le moment ne sont pas réunies pour qu'un tel projet puisse se mettre en place et être viable pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le marché actuel est occupé par les importations et les produits importés sont de qualité. C'est des produits qui sont produits dans des pays où il y a vraiment la norme est respectée, les normes d'hygiène, etc., et de qualité. Et le coût de ces produits-là est également accessible aux consommateurs. Cela veut dire que les facteurs de production dans ces pays sont tels que le coût de revient est raisonnable pour que ces pays produisent en quantité, exportent vers nous et que nous puissions acheter ces produits à des coûts raisonnables. Bon, face à une telle situation, il faut maintenant que l'entreprise qui veut se mettre en place puisse produire à un coût beaucoup plus moindre, donc pour pouvoir être compétitif et vendre un produit au moins de la même qualité que les produits qui existent actuellement et tout au plus avec le prix de ces produits-là. Ce qui n'est pas gagné d'avance parce que les facteurs de production que nous avons chez nous sont un peu moins accessibles que les facteurs de production chez eux. Non seulement ils arrivent à mettre les unités de production avec des moyens beaucoup plus accessibles, parce que parfois c'est des unités produites chez eux-mêmes, alors que nous, il faut qu'on importe les unités, donc c'est cher. Mais après l'installation de l'unité également, il faut consommer de l'énergie. Ce n'est pas gagné. Dans ces pays, l'énergie est en permanence et c'est accessible. Dans notre cas, il faut bien avoir des moyens alternatifs. Ça peut être très coûteux. Il faut collecter en permanence du lait, donc il faut toute une organisation, etc., etc. Il faut du personnel qualifié. Donc tout ça, ce n'est pas forcément réuni. Donc le coût de revient d'un tel projet ferait en sorte que Le projet serait voué à l'échec dès le serait départ. voué à l'échec dès le départ parce que le produit fini pourrait difficilement s'écouler sur le marché. Mais dans un cas comme celui-ci, quelle serait l'alternative à suivre pour la personne pour ne pas totalement abandonner le projet? Très bien. Cette personne-là, moi, je l'ai conseillé déjà à se lancer dans, comme le font les autres, dans l'importation de lait en poudre, à conditionner sur place. Donc, importer le lait en vrac et
conditionner, mettre en petits sachets, par exemple, ou embouteiller ici, etc., mettre dans les boîtes. Donc, c'est ce que certaines unités font. Donc, importent le lait et font le conditionnement sur place ici. Donc, ça permet à la personne déjà de se mettre dans le domaine d'activité. Et peut-être avec de l'expérience, la personne pourra petit à petit développer les astuces pour éventuellement mettre en place une unité de production locale. En tant qu'expert, comment expliques-tu le fait qu'aujourd'hui, beaucoup veulent entreprendre, mais ne veulent pas apprendre à gérer? Alors, peut-être l'explication serait l'absence de vision associée à l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on veut entreprendre, mais on n'a pas de vision claire et on n'a pas d'ambition. Ou encore la recherche de gains rapides, de gains sans effort. Voilà. En ce moment, on peut peut-être vouloir entreprendre sans vouloir apprendre à gérer. Parce que on ne peut pas entreprendre sans vouloir apprendre à gérer. Bon, d'ailleurs, on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Bon, on a côté ko tate menani chichi Chichibabo. voilà. Donc on ne peut pas apprendre, on ne peut pas entreprendre sans Sans apprendre à gérer. apprendre à gérer. Donc ceux qui le font, c'est une grave erreur parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de vision ni d'ambition derrière. Quelle est la plus grande illusion que les jeunes ont aujourd'hui sur les financements? La plus grande illusion, je dirais que c'est le fait de penser que le financement est gratuit ou que c'est systématique. C'est-à-dire qu'on vient seulement se présenter et puis c'est un droit. Donc la banque ou la microfinance doit donner le financement. Ce n'est pas comme ça. Le financement, il y a différents types de financement d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle les subventions. Il y a le crédit. Bon, la subvention, c'est ce qui est donné sans remboursement attendu. Donc, peut-être qu'on attend un retour en termes d'impact, mais il n'y a pas de retour attendu en termes financiers, donc un remboursement de l'argent. Et cette forme-là est là aujourd'hui à travers des programmes. Mais il y a aussi le crédit. Mais ni la subvention, normalement, ni le crédit ne s'obtient systématiquement. Il faut bien remplir des conditions. Donc, l'illusion, ce serait de penser que non, tout de suite, quand on a besoin, on doit avoir. Non, on doit mériter le financement. Et quelle méthode, quel type de financement conseillez-vous aux jeunes entrepreneurs qui débutent, par exemple? Alors, il y a aujourd'hui des projets-programmes qui associent différents aspects. Donc, différents types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement technique, le renforcement des capacités des jeunes dans la gestion d'entreprise et l'accompagnement financier à travers parfois des subventions ou encore à travers des conventions avec les banques pour accéder au crédit. Donc, le moyen le plus conseillé pour les jeunes qui veulent se lancer, c'est de passer par ces projets-programmes-là. Parce que là, les outils sont réunis pour faciliter l'amorçage de leur activité. Je parlerai par exemple du FACEJ qui a sa deuxième phase, le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Je parlerai également de FIER, du projet FIER, qui est également à sa deuxième phase. C'est le fonds d'insertion des jeunes en milieu rural. Donc, c'est un projet qui finance les projets portés par les jeunes en milieu rural, que ce soit des projets agricoles ou tout simplement dans d'autres domaines, mais en milieu rural. Il y a également le POSEJ qui était là. Bon, je pense qu'il continue, qui tend un peu vers sa fin. Donc, il y a quelques projets comme ça. Il y a le truc de Tony Delumeau aussi, non? TEF Connect. Oui, TEF Connect, donc de Tony Elimelu, effectivement, qui a accompagné beaucoup de jeunes. Et toujours avec ce volet accompagnement technique et renforcement des capacités et derrière un petit financement d'amorçage pour les lancer. Donc, une fois que le jeune arrive à bien gérer ce coup de main-là, ça lui facilite l'accès de façon autonome, de façon indépendante après projet au financement bancaire. Donc, si je comprends bien, le vrai problème, ce n'est pas l'accès au financement. Non.
Le vrai problème, c'est comment accéder au financement, comment réunir les conditions d'accès au financement et comment s'y prendre. C'est ce qui explique le fait que beaucoup d'entrepreneurs, pardon, aujourd'hui ont du mal à accéder au financement, selon vous? Oui, beaucoup, parce que, alors, ça s'explique par cela, mais pas que, parce que lorsqu'on veut tout avoir auprès de la banque, c'est un problème aussi. Il faut savoir que la banque, le financement bancaire de nature intervient sur des risques assez maîtrisés. Voilà. Ce n'est pas comme un fonds d'investissement ou un fonds de capital risque, un fonds d'amorçage, voilà, qui peut se permettre de prendre certains risques que la banque ne prendrait pas. Et ça, ce n'est pas seulement au Mali. Donc, naturellement, lorsque les jeunes s'adressent aux banques sans qu'il n'y ait des partenaires derrière, c'est un problème. Les banques ne vont pas financer cela. Et ça, c'est la nature même du crédit bancaire. Donc, cela peut expliquer aussi la difficulté des jeunes à accéder au financement parce que ces autres mécanismes-là, fonds d'amorçage, fonds d'investissement, n'existe pas vraiment de façon développée, de façon substantielle ici dans notre environnement. Mais justement, les projets FACEJ, PROCEJ, FIER, etc., viennent un peu combler ce vide-là pour permettre à certains jeunes quand même de pouvoir démarrer. Très souvent, on remarque que ce n'est pas vraiment à cause du marché, de l'état du marché, que beaucoup de gens perdent leur business. C'est plus par rapport aux décisions qu'ils prennent. En tant qu'expert et aussi accompagnant de beaucoup d'entreprises, quelles sont les décisions les plus fréquentes que tu as eu à observer ou remarquer et qui ont été par la suite la cause de la chute de certaines entreprises? Alors, effectivement, bon, ce n'est pas le marché parce que le marché, il est là. Il est là, au contraire, il se développe. Il y a de plus en plus de consommateurs, etc., etc. Mais c'est les décisions qui peuvent être parfois fatales. Euh, les décisions peuvent être d'ordre commercial, donc c'est-à-dire qu'on fait un mauvais choix euh, de commercialisation. Ça peut porter par exemple sur le packaging, sur les canaux de distribution. Les décisions peuvent porter également même sur la qualité du produit. Voilà, si je prends les jus par exemple, on peut décider par exemple d'offrir des jus de très bonne qualité sur le marché, mais finalement, il y a peu de consommateurs qui consomment. En fait, ce n'est pas la qualité qui intéresse les consommateurs, c'est beaucoup plus l'accessibilité, le prix. Par contre, lorsqu'on est, par exemple, dans certaines autres zones, je prends l'exemple d'un restaurant qui est, par exemple, à l'ACI 2000. C'est pas la même logique qu'un restaurant qui est à Sogoninko. Vous voyez, Sogoninko, il y a des gares routières, il y a voilà, du mouvement là-bas, etc. Le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'à Amdala ACI 2000, où il y a beaucoup plus des institutions voilà, avec un pouvoir d'achat différent. Donc, l'exigence n'est pas le même. Lorsque vous ouvrez à Sogoninko, ce n'est pas forcément la meilleure qualité qui est recherchée, mais l'accessibilité. Mais lorsque vous ouvrez à Amdala SI 2000, donc il faut bien faire le choix de la qualité, voilà, de tout ce qu'il faut. Donc, la décision d'ouvrir un restaurant, par exemple, de très bonne qualité, etc., avec toute la propriété, etc., qui doit être associée à cela, à Sogoninko, n'a pas forcément d'intérêt particulier. Donc, vous voyez, des décisions comme ça peuvent faire en sorte que votre projet échoue. Alors même que si vous aviez décidé autrement, ça pouvait réussir. Et ça se joue surtout au niveau de la structuration du projet et de la vision. Au début, tu avais parlé de vision qui allait avec la gestion et tout ça. Tout à fait. Mais même dans la gestion du projet, il peut y arriver aussi la concurrence. Donc, face à la concurrence, lorsque on prend certaines décisions, ça peut faire en sorte que euh, la concurrence gagne le terrain. Vous voyez, je prends par exemple le domaine du transport.
On a vu, à un moment donné, il y avait des compagnies qui étaient plus sollicitées, mais par la suite, il y a eu d'autres compagnies qui sont venues avec la concurrence, qui ont tout de suite décidé, alors que pendant des années, les compagnies qui existaient pouvaient bien baisser le prix, mais puisque elles n'ont pas baissé le prix, les nouvelles qui sont arrivées ont décidé de faire autrement en offrant des qualités des bus bien climatisés, etc., etc. Et cetera. Et donc, ça a tout de suite fait perdre le marché aux compagnies qui étaient pourtant bien installées auparavant. Donc, tout ça, c'est des décisions stratégiques. Concrètement, qu'est-ce qu'une institution de financement regarde avant d'investir dans un projet? Bon, elle regarde beaucoup de choses, mais si on devait résumer, c'est le projet lui-même, bien sûr, puisqu'il faut qu'il soit rentable, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il ait un besoin réel auquel il répond sur le marché. Au-delà du projet, elle regarde également la qualité de l'entrepreneur, donc ses qualités managériales, ses qualités à porter un projet, à le réussir, etc., etc. Au-delà de cela, les institutions regardent également son engagement, son niveau d'engagement dans le projet. Et son niveau d'engagement, c'est, par exemple, quel est son apport personnel, et quelle est éventuellement la garantie que lui-même il propose. Bon, ça c'est dans le cas où il cherche un crédit. Bon, s'il cherche, par exemple, un partenaire pour prendre une part dans son actionnariat ou une action, en ce moment, on regarde plutôt qu'est-ce qu'il est prêt à céder comme part et comme gain au final. Donc, ce sont ces trois éléments que les institutions regardent avant de financer. La qualité du projet, la qualité de l'entrepreneur lui-même et le niveau d'engagement de l'entrepreneur. Ça arrive aussi souvent qu'on ait de très bonnes idées, mais qu'on ait du mal à survivre financièrement. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi à ce niveau? Ben, parce que ce n'est pas l'idée qui fait la réussite du projet. Mais l'idée est importante. L'idée est importante, mais c'est la gestion qui fait la différence. Il y a des gens qui réussissent bien dans le web TV. Il y en a d'autres qui ne réussissent pas. L'idée est la même. Oui. Il y a des gens qui réussissent dans la restauration, dans la pâtisserie, boulangerie, dans la prestation de services informatiques. D'autres se lancent dans les mêmes domaines mais ne réussissent pas. Donc, vous voyez, et parfois c'est dans la même zone de challenges d'ailleurs. Il y a beaucoup de restaurants, de buffets à Amdalaya CI 2000. Il y en avait beaucoup. Mais récemment, j'ai appris que beaucoup ont fermé, donc il n'y en a plus que quelques-uns. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la gestion, finalement, qui fait la différence, mais pas l'idée. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne maîtrisent pas leurs chiffres? Et quelles peuvent être les conséquences? Parce qu'il faut avoir un certain niveau pour maîtriser les chiffres ou ça n'a rien à voir avec ça? Bon, ça n'a rien à voir avec ça. Je dirais plus que c'est d'ordre culturel. Pas culturel lié à la communauté de la personne ou à tous ces aspects-là, non. Culturel parce que notre économie est dominée par l'informel. Donc, vous voyez, l'informel cultive l'absence de comptabilité, l'absence de s'intéresser aux chiffres. Donc, c'est ce qui peut expliquer le fait que les entrepreneurs ne maîtrisent pas trop les chiffres. Donc, sinon, partout où vous avez des entreprises, beaucoup plus d'entreprises formelles, donc qui tiennent une bonne comptabilité, etc., vous allez voir que le chef d'entreprise maîtrise les chiffres. Bon, les conséquences, c'est d'abord la confusion entre surtout le chiffre d'affaires et le gain, c'est-à-dire le bénéfice, le profit. Et donc, ce qui peut conduire à l'indiscipline financière, parce qu'on peut être tenté de consommer plus que ce qu'on gagne.
Et donc, ça peut créer même la faillite de l'entreprise. La conséquence, c'est aussi, alors, comment, en fait, savoir quels sont les domaines au sein de l'entreprise ou les produits ou les services de l'entreprise qui rapportent le plus et donc qu'il faut davantage développer. Et vice-versa, quels sont les services, les produits, bon, qui ne rapportent pas beaucoup et pour lesquels il faut minimiser les charges. Voilà, parce que quand on n'a pas de comptabilité, quand on ne s'intéresse pas trop aux chiffres, on ne voit pas tous ces détails-là. Alors que pourtant, on peut avoir 2, 3 produits. Il y a un produit qu'on arrive à écouler facilement commercialement, mais en réalité qui ne rapporte pas grand-chose. Peut-être même qu'on est en train de le faire à perte. Mais il y a un autre produit qu'on écoule, bon, avec un rythme moins soutenu, mais pourtant qui rapporte bien. Donc, mais c'est vraiment la comptabilité qui nous permet de voir tout ça. Et au final, la conséquence, ça peut être aussi le fait que il serait difficile pour l'entrepreneur de convaincre d'éventuels partenaires financiers à venir financer le développement de son entreprise. Tu viens d'évoquer, tu as parlé de chiffre d'affaires, de bénéfices. Est-ce que simplement tu peux expliquer ce que c'est, la différence entre les deux et pourquoi il est crucial de maîtriser ces aspects-là? Oui, alors le chiffre d'affaires, c'est les recettes. C'est-à-dire que si vous avez un produit, supposons que vous avez des bouteilles d'eau, soit vous produisez ou vous vendez, peu importe. Mais quand vous vendez une bouteille d'eau, vous la vendez peut-être à 500 francs. 500 francs, c'est votre chiffre d'affaires. Vous, votre coût de revient, c'est-à-dire ce que vous-même vous avez mis pour avoir la bouteille d'eau là, c'est peut-être 400 francs, n'est-ce pas? Et donc, vous avez pris à 400 francs, vous avez vendu à 500 francs. Votre marge, ça c'est 100 francs. Bon, on peut simplifier en disant que 100 francs, c'est votre bénéfice et 500 francs, c'est votre chiffre d'affaires. Vous avez vendu la bouteille à 500 francs, mais pourtant, ce que vous-même vous avez gagné dedans, ça, ce n'est que 100 francs. Bah, si vous mangez les 500 francs, comment vous allez acheter une nouvelle bouteille et revendre? Vous retrouvez à zéro. Voilà, donc c'est ça l'erreur. Il ne faut pas consommer son chiffre d'affaires. On peut consommer son gain, mais pas son chiffre d'affaires. Et même son gain, on doit en consommer une partie et réinvestir l'autre partie. C'est ce qui est conseillé. Donc, c'est un problème de discipline financière. C'est un problème de discipline financière. Et comment on fait pour avoir cette discipline-là? Alors, pour avoir la discipline, déjà, il faut être capable de gérer peu de moyens, le faire fructifier. Donc, il faut savoir faire fructifier quelque chose. Et il faut tenir une comptabilité. C'est-à-dire, même à basse échelle, hein, on n'est pas obligé de tenir la comptabilité conformément aux textes officiels qui sont là en la matière, notamment au SISQUADA révisé, pour ce qui concerne le Mali. Mais en tout cas, tenir une comptabilité qui nous permet de savoir ce qu'on vend, quel est notre chiffre d'affaires et ce qu'on gagne derrière. Et maintenant, une fois qu'on a cette comptabilité-là, on fait la part des choses. Il faut savoir ce qu'on doit consommer. Donc, il faut se limiter. Il faut se fixer des limites en matière de consommation. Et quand on se fixe des limites en matière de consommation, on a notre gain. Il faut aussi s'obliger à réinvestir une partie de son gain. C'est ça la discipline financière. C'est comme ça que vous arrivez à développer quelque chose vous-même. Vous mettez en place un système qui s'auto-entretient et finalement qui va même permettre de convaincre des institutions financières à vous soutenir pour développer l'activité. Et comment un entrepreneur peut faire pour prouver qu'il est crédible financièrement avec peu de moyens? Bon, justement, avec le peu de moyens, il faut déjà arriver à faire fructifier le peu de moyens. C'est-à-dire, si vous avez 100 000, il faut trouver une activité à la dimension de 100 000 et arriver à faire fructifier cette activité-là. Arriver à générer un profit peut-être qui va permettre de porter les 100 000 là à 125 000, à 150 000, etc., etc. Il faut réinvestir
une partie de ce que vous gagnez. Donc, comme ça, vous avez commencé avec 100 000, mais alors que vous avez acheté, je reste dans l'exemple de la bouteille d'eau, alors que vous avez acheté 20 cartons, mais si vous réinvestissez une partie de votre bénéfice, vous allez pouvoir acheter encore plus et donc vendre plus, etc., etc. Et quand vous faites ça, vous avez un compte bancaire, vous faites des mouvements sur le compte bancaire, la banque va voir que vous êtes déjà en train de faire fructifier quelque chose. Et lorsque vous avez une comptabilité, tout cela est réuni, ça vous permettra de prouver à la banque que vous maîtrisez déjà votre domaine. Et lorsque vous avez besoin d'un financement pour passer à l'échelle, vous allez voir que la banque va suivre. Donc, c'est comme cela qu'avec peu de moyens, on peut arriver à convaincre les institutions. De prime abord, quels sont les signaux qui te font dire que tel entrepreneur peut bien gérer son argent et donc faire évoluer son entreprise? Bon, lorsqu'il a déjà son compte à la banque permet de voir cela. Et vous savez, les banquiers parlent beaucoup de mouvements bancaires. Les mouvements, c'est les opérations que la personne fait sur le compte à la banque. Dépôt, versement d'argent, retrait, etc. Donc, les flux. Et c'est ces flux-là qui permettent à la banque de voir comment l'entreprise fonctionne. Et donc, avec le temps, la banque peut faire confiance à l'entreprise-là pour lui accorder un financement. Et pourquoi certains projets répondent à tous les critères lorsqu'ils vont demander du financement? L'idée est bonne, tous les critères qui entrent en compte sont OK. Ils obtiennent le financement, mais malgré ça, le projet finit quand même par échouer. Bah justement, parce que ce n'est pas l'idée, encore une fois, qui fait la réussite du projet. C'est vraiment la qualité du gestionnaire qui fait la réussite du projet. Et donc, lorsque même vous avez le financement et que les qualités de gestionnaire ne sont pas réunies et que le financement n'est pas alloué de façon optimale, de façon rationnelle, cela peut créer la faillite du projet. C'est la preuve même que, effectivement, ce n'est pas le financement qui fait la réussite, mais plutôt les qualités du gestionnaire, la discipline, comment il s'entoure, comment il maîtrise son domaine, de la production jusqu'à la commercialisation, etc. Quelles sont pour toi les qualités indispensables pour être un bon gestionnaire? Les qualités indispensables, c'est d'abord, bien sûr, la discipline financière. Ça, c'est au centre. Pour être un bon gestionnaire, il faut faire la part des choses. Mais avant d'arriver à la discipline financière, déjà, il faut savoir produire et vendre. Produire et vendre. Donc, vendre, c'est l'élément d'ailleurs le plus important. Parce que vous pouvez savoir produire, mais ne pas savoir vendre. Et donc, lorsque vous arrivez à vendre, il faut que vous puissiez vendre aussi suffisamment. Suffisamment pour pouvoir générer un profit. Donc, c'est ça vraiment les qualités d'un bon gestionnaire. Savoir produire, savoir vendre suffisamment et savoir générer du profit. Et être capable de réinvestir au moins une partie de ce profit généré de façon continuelle. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, on doit plus apprendre à gagner de l'argent ou apprendre à ne pas le perdre? Bon, je dirais les deux. Les deux parce que c'est autant important de savoir gagner de l'argent que d'éviter d'en perdre. Bon, si vous ne savez pas comment gagner de l'argent, il est clair que vous n'allez pas évoluer. Mais si vous savez comment gagner aussi et que vous ne savez pas comment le garder, bah, vous encourez un risque important parce que, comme on le dit, c'est plus simple de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, c'est important de savoir comment éviter de perdre de l'argent. C'est un peu comme la santé. Donc, quand on l'a, il faut bien l'entretenir. Sinon, lorsqu'on la perd, eh bien, ça veut dire qu'elle ne nous sert pas longtemps. L'argent, c'est la même chose. Il faut bien savoir le gagner pour évoluer, mais en même temps éviter de perdre pour pouvoir s'en servir pendant longtemps.
Le vrai pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas de gagner de l'argent, on va dire, c'est plutôt de le gérer. Comment expliquez-vous cela concrètement? Oui, bon, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Effectivement, le vrai pouvoir, ce n'est pas de gagner, mais c'est de gérer. Parce que c'est plus simple hein, de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Donc, une fois que vous avez de l'argent, il faut arriver à maintenir votre niveau de gain ou sinon l'améliorer pour pouvoir profiter pendant longtemps. C'est un peu comme la santé, encore une fois. Parce que si on ne fait pas cela, avec la consommation, déjà, le niveau d'argent va très vite diminuer. En fait, c'est plus simple de consommer de l'argent que de gagner de l'argent. Et donc, puisqu'on consomme, forcément, il faut qu'on gère bien une partie à faire fructifier pour pouvoir rester dans le confort que nous avons déjà commencé à installer. C'est là où vous, les financiers, vous parlez beaucoup d'investissement. D'investissement et de la constitution d'un patrimoine. Parce que l'objectif d'une vie, ce n'est pas en fait, d'une personne, ce n'est pas de travailler toute sa vie pour de l'argent, mais mettre en place quelque chose qui puisse par la suite travailler pour vous, en fait, vous servir de source de revenus. Donc, c'est là où c'est important de bien savoir gérer son argent. Donc, vous ne travaillez pas pour l'argent toute votre vie, mais au bout d'un certain temps, c'est votre argent qui va maintenant travailler pour vous pour le reste de votre vie. Mais parlant d'investissement, comment choisir les bons investissements afin de ne pas perdre son capital? Il y a plusieurs possibilités d'investissement. Il y a déjà des possibilités d'épargne hein, à travers le compte d'épargne à la banque, à travers les produits boursiers, les OPCVM, les fonds communs de placement, donc pour pouvoir investir en bourse à la BRVM, dans les actions et obligations des entreprises. Donc ça, c'est des produits. Mais avant d'arriver même à ce niveau, puisque le concept des produits financiers n'est pas très développé encore dans notre pays. Sinon, il y a même des produits que les assurances proposent dans d'autres pays qui permettent aussi d'épargner et de faire fructifier son argent. Il y a aussi des possibilités d'investissement immobilier à travers les parcelles dans les zones qui offrent de belles perspectives ou encore la construction et la mise en location de biens immobiliers. Tout ça, c'est des investissements. Il y a également l'entrepreneuriat, c'est de l'investissement aussi. Donc, le fait de mener une activité qui génère des revenus, donc ça, c'est de l'investissement. Donc, tout cela permet de se créer en fait des sources de revenus. Si on devait retenir une seule chose aujourd'hui de notre échange, moi je dirais que c'est le fait que l'argent ne pardonne pas l'improvisation. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui nous regardent en ce sens? Alors, l'argent, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, hein, je pense que l'improvisation, c'est le risque d'échouer. L'improvisation favorise en fait le risque d'échec. C'est comme lorsqu'on va à un examen ou un concours, plus on est préparé, plus la probabilité de réussite est élevée. Mais moins on est préparé, donc on improvise, plus la probabilité d'échec est élevée. Donc en ce sens-là, le financement est tel que l'enjeu n'offre pas une seconde chance. Alors que pour un examen, il y a bien la possibilité De réussir après. de réussir après. Donc, dans le domaine du financement, l'enjeu est tel qu'il n'y a pas forcément une seconde chance. Donc, c'est très important d'anticiper, d'éviter voilà, de s'y prendre mal ou en tout cas de s'y prendre tard. Donc, il faut bien saisir sa chance. Merci Amidou pour cet échange Je t'en prie. assez intéressant et fructueux selon moi. Euh, Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, si tu as un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent, le micro est à toi. Merci beaucoup, Aminata. Je voudrais remercier Virus
pour tout ce que vous faites, et particulièrement de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à toi aussi pour toutes ces questions. Il y en avait pas mal. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que cet échange sera utile pour vos téléspectateurs, vos followers, tout ce qui nous regarde. Et je dirais que la question du financement, bon, c'est pas facile, mais pourtant, il y a une logique. Hein. C'est juste la logique qu'il faut comprendre. Avant de demander à quelqu'un de vous faire confiance, il faut plutôt prouver à la personne que vous méritez sa confiance. Donc, c'est la question centrale qu'il faut se poser. Comment je peux gagner la confiance de l'autre pour avoir le financement? Ça commence par la discipline financière. Le peu qu'on a, il faut déjà montrer qu'on gère bien ça. Et par la suite, on va vers les autres pour demander aux autres de nous faire confiance pour augmenter notre capacité. Donc, tout tient à la confiance. Il faut cultiver la confiance dans tout ce que l'on fait. Je prends l'exemple de la recherche d'emploi. Donc, lorsqu'on vient pour chercher un premier stage, ce qu'on met en avant, c'est les petits boulots qu'on a eu à faire, voilà, avant même d'aller aux études supérieures. Les petits boulots, c'est ça qu'on met en avant pour avoir un stage. Après, une fois qu'on a eu un stage, pour avoir un premier emploi, c'est l'expérience du stage qu'on met en avant. Donc, vous voyez, il faut monter petit à petit, crescendo. Il faut savoir valoriser ce qui est passé. Et justement, il faut profiter de ce qui est passé pour faire ses preuves et pouvoir valoriser par la suite. Parce que si c'est passé et que vous n'avez pas fait vos preuves, il est clair que vous n'allez pas pouvoir valoriser cela et convaincre pour aller à l'étape supérieure. Donc, tout tient à la confiance. Le principal conseil que je donne aux jeunes, c'est vraiment de cultiver cette confiance avec l'entourage, avec tous les interlocuteurs. Merci Amidou. Je vous en prie. Chers followers, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. L'épisode est disponible sur la page Facebook et YouTube de Verus Plus. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de le partager avec vos proches afin qu'ils puissent en bénéficier également. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, si vous entreprenez ou vous aspirez à entreprendre, allez vous procurer le livre Entreprendre au Mali, c'est qu'il faut savoir pour réussir de Hamidou Dicko qui est disponible en grande surface.